Salut à tous. Imaginez un peu le scénario. Vous héritez de la maison de votre père. Super nouvelle, non? Sauf que vous découvrez que des inconnus y vivent et que si vous essayez de les déloger, c'est vous qui risquez la prison. Ça paraît complètement fou et pourtant c'est le paradoxe au cœur du livre Propriétaire volé, squatteur protégé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un tel cauchemar est possible en France. On m'a dit que si je mettais un pied sur mon propre terrain, c'est moi qui serais embêté. Voilà. Ces mots, ce sont ceux de Karine Lelouch. Et franchement, ils résument à eux seuls la situation hallucinante dans laquelle elle s'est retrouvée. Une situation qui, on va le voir, défie toute logique. Et c'est là que ça devient dingue. Son crime à elle, avoir voulu rentrer chez elle. C'est cette inversion totale où la victime se retrouve sur le banc des accusés qui est le vrai fil rouge de l'enquête qu'on explore aujourd'hui. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, le livre nous plonge dans une histoire emblématique, celle de Karine Lelouch. Son parcours, c'est un peu l'illustration parfaite et dramatique des failles du système. Alors, tout s'enchaîne très vite pour elle. Début 2025, elle hérite, et là, choc, la maison est squattée. Premier réflexe, elle porte plainte, et là, première réponse surréaliste, on lui explique que l'occupant est maintenant, d'une certaine façon, chez lui. Complètement désemparée, elle finit par prendre les choses en main et le fait expulser. Et c'est là que tout bascule. Le 28 novembre, le verdict du tribunal tombe, et ce n'est pas du tout celui qu'on attendait. Accrochez-vous bien. Le verdict, le voici. Karine Lelouch, la propriétaire, 12 mois de prison avec sursis. Et elle doit payer des dommages et intérêts au squatteur. Lui, l'occupant illégal, non seulement il n'est pas condamné, mais il repart avec 1 200 €. C'est le monde à l'envers. Et cette décision de justice a mis un énorme coup de projecteur sur un système que beaucoup ne comprenaient pas. Mais attention, l'histoire de Karine, ce n'est pas juste un cas isolé, un pas de chance. D'après l'auteur, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Un système juridique tellement complexe, un vrai labyrinthe, où les rôles peuvent complètement s'inverser. Alors regardez bien ce tableau parce que c'est là qu'on touche à un point clé. En théorie, la loi est faite pour expulser un squatteur bien plus vite qu'un locataire qui ne paie pas son loyer. Le problème, et c'est ce que l'enquête révèle, c'est que les squatteurs l'ont bien compris. Ils utiliseraient de faux contrats de location pour se faire passer pour de mauvais payeurs. Et hop, ils basculent dans la colonne de droite, celle qui garantit des mois, voire des années de procédure. Et ça continue. Voilà un autre truc assez fou soulevé par le livre. Sur le papier, la peine maximum pour un propriétaire qui se fait justice lui-même, comme Karine Lelouch, est exactement la même que pour le squatteur. 3 ans de prison, dans les deux cas. Ça pose quand même sérieusement question sur la protection de la propriété, non? Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre obstacle. Une fois que le propriétaire a enfin une décision de justice pour l'expulsion, il a besoin de l'aide de la police. Cette aide, c'est le préfet qui la donne, ou pas. Et d'après les chiffres du livre, dans 18% des cas, c'est non. Près d'une fois sur 5. Un blocage purement administratif qui s'ajoute au parcours du combattant. Bon, tout ça, évidemment, ça a des conséquences. Des conséquences bien réelles. L'enquête se penche alors sur le coût de ce phénomène. Un coût énorme. Et pas seulement en argent, d'ailleurs. C'est aussi un coût humain terrible. En chiffres, ça donne quoi? L'auteur estime que le squat coûte à la France entre 150 et 250 millions d'euros, chaque année. Là-dedans, il y a les loyers qui ne sont jamais payés, les frais de justice et surtout, les dégâts. Parce que souvent, les logements sont rendus dans un état catastrophique. Et en même temps, regardez la courbe des expulsions avec l'intervention de la police, elle explose. Plus 29% en un an, un record historique. Alors attention, petite précision importante, ça concerne toutes les expulsions, la majorité étant des locataires qui ne peuvent plus payer, mais ça montre bien la tension énorme qu'il y a sur le logement en ce moment. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette situation est une fatalité? Est-ce que c'est pareil ailleurs en Europe? Eh bien, l'enquête a regardé ce qui se passe chez nos voisins et le résultat est éclairant. Le contraste est vraiment saisissant. En Allemagne, l'expulsion peut se faire en 24 heures. Au Royaume-Uni, c'est simple, squatter un logement est un délit pénal, donc la police intervient directement, sans passer par des procédures civiles sans fin. Et en Espagne, une loi d'expulsion express promet de régler le problème en 15 jours. Bref, des approches beaucoup plus directes qui font paraître le système français particulièrement lent. Ok, le constat est là, c'est dur. Mais le livre ne fait pas que dénoncer, il propose. Il met sur la table un vrai plan d'action avec 10 réformes concrètes pour essayer de changer les choses. Parmi ces 10 idées, il y en a 3 qui sont vraiment au cœur du projet. D'abord, un truc simple, créer un délit clair, net et précis d'occupation illégale, pour qu'il n'y ait plus de débat. Ensuite, s'inspirer de ce qui marche ailleurs, une procédure d'urgence en 48 heures, gérée par la police pour les cas flagrants. Et enfin, une mesure sociale forte, créer un fonds pour indemniser les propriétaires victimes, pour qu'ils n'aient pas à supporter seuls la facture des dégâts et des loyers perdus. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion de l'auteur qui est parfaitement résumée dans cette phrase.
Ce qui nous dit en clair, c'est que cette situation n'est pas le fruit du hasard ou d'une complexité insurmontable. C'est le résultat de choix et de non-choix politiques. Le message est donc clair. Si la volonté est là, les solutions existent. On termine avec cette question qui est vraiment au cœur de tout le débat. Entre le droit fondamental au logement et le droit tout aussi fondamental de propriété, où est-ce qu'on place le curseur ? Protéger le toit de quelqu'un, est-ce que ça peut justifier de créer une injustice terrible pour quelqu'un d'autre ? C'est la question de fond que pose toute cette enquête. Et la réponse est loin d'être simple. Merci d'avoir suivi.